Cette semaine, nous vous faisons découvrir la case de Benjé qui se trouve à Tchakane. C'est dans la province du Naouri et ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Alors, vous aurez donc l'information et les informations concernant ce site dans la rubrique à la découverte 2. Avant ça, après tout ça, du moins, on recevra comme invité les artisans miniers. Nous serons avec le secrétaire général de la Fédération des artisans miniers du Burkina qui donneront leur lecture sur le nouveau code minier. Plus tard, on parlera de lefureteur.info. C'est le nouveau site d'information de David Desmaisons-Nébier qui sera là pour nous parler de son site d'information. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le 31 octobre, déclaré jour férié, en hommage bien sûr à toutes ces personnes-là qui se sont battues lors de l'insurrection populaire de 2014. On se souvient encore de cette insurrection-là populaire qui a emporté le pouvoir du régime Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, justement, c'est jour anniversaire de l'insurrection populaire et c'est jour férié, chômé et payé. Alors, on vous souhaite de profiter de cette journée fériée, surtout en notre compagnie. Merci de votre fidélité et bonjour encore. On part tout de suite et maintenant dans la province du Naouri pour notre première rubrique, c'est à la découverte. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Abbas Dera. Il est le secrétaire général de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina, FAMAB. Bonjour Monsieur Dera. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Je rappelle que vous êtes également secrétaire général de l'association des orpailleurs de Thuy à Houndé. Effectivement. Merci bien. Alors déjà, comment se porte, c'est quoi l'actualité en fait chez les artisans miniers qui sont surtout au sein de votre fédération? Ok, merci. On va remercier la télé pour l'invitation. Pour nous sur la situation des artisans miniers au Burkina. Et on a envie de dire que l'actualité des artisans miniers est marquée beaucoup par des mouvements sur le territoire national parce que vous voyez qu'il y a des zones qui sont un peu instables. Donc ils sont obligés de bouger pour être dans des zones un peu stables et continuer l'exploitation. Bon, d'autre part, d'autres ont perdu leur zone d'exploitation à cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Donc ils sont obligés de bouger sur le territoire national. Mais ce qu'on peut rassurer, que l'ensemble des artisans miniers se battent. Ils sont résilients face à la situation et ils continuent quand même de se battre pour trouver leur pain sur le territoire national. À l'international, parlant du Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des artisans miniers qui sont très coincés, des frères burkinabés qui étaient partis pour l'exploitation en Côte d'Ivoire, qui sont très coincés. D'autres se retrouvent en prison à cause de leur activité d'exploitation minière. La Guinée-Conakry a pris encore des mesures qui sont un peu énergétiques contre les artisans, qui interdit l'exploitation minière artisanale, donc qui a obligé beaucoup d'artisans miniers à replier et beaucoup à abandonner leurs activités. Donc voici grosso modo ce qu'on peut dire sur ce que vous vivez comme réalité. Mais j'aimerais bien comprendre l'exemple, par exemple, sur Thuy, à Houndé. Est-ce que ça se passe plutôt bien? Oui, à Houndé, il est vrai que les choses étaient tendues entre la mine AGO et les artisans miniers, mais je pense que avec les discussions et autres, les choses sont en train de rentrer en ordre. Bon, on a même tenté de délimiter des zones d'exploitation pour les artisans miniers. Ce qui n'est pas encore très opérationnel, mais bon, je pense que les discussions continuent et on a foi que le calme va continuer de régner. Alors aujourd'hui, on a un nouveau code minier. On va revenir sur les aspects du code, bien sûr, plus tard. Mais la dynamique du président du FASO aussi, comme il a annoncé quand il a rencontré notamment les forces vives, les jeunes au Palais des Sports, il a dit que concernant le secteur minier, il encourageait notamment, donc il va encourager les usines semi-mécanisées et pour que justement, même ceux qui ont des petits moyens puissent quand même travailler et pouvoir profiter aussi de l'exploitation minière. Il a dit aussi que il fallait que ceux qui sont bien installés avec des grandes industries puissent aussi
mieux contribuer, et je pense que le code vient confirmer tout ça, mieux contribuer en ce qui concerne donc les recettes minières au Burkina Faso. Est-ce que en vous incluant aussi, puisqu'on parle d'usines civiles mécanisées et tout, vous êtes satisfait? Oui, parce que parlant de l'exploitation minière artisanale, on parle de l'EMAPE, qui veut dire l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, c'est-à-dire c'est de l'artisanal jusqu'à la petite mine. Et je pense que en écoutant les propos... Vous vous sentez concerné ou pas? Oui, on est très satisfait que le premier responsable du pays puisse dire cela. Et c'était la dynamique même souhaitée. Il faudrait que effectivement les gens puissent s'investir pour professionnaliser au fur et à mesure le travail des artisans miniers. Parce que quand on remonte l'histoire, l'activité minière artisanale a connu un regain autour des années 70, selon les historiens. Je crois que si la politique était bien cadrée sur cette activité, on allait se retrouver à un certain niveau d'exploitation. Mais je pense qu'on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Avec la dynamique que les nouvelles autorités sont en train d'impulser, je crois et j'ai foi qu'on va y arriver. Que les artisans miniers aujourd'hui puissent se retrouver effectivement en semi-mécanisé demain et en industriel après-demain. Pourquoi pas les grandes mines. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler avec la révision du code minier, et donc il est dit que ces industriels-là doivent quand même céder et accorder aussi des parts, des actions aux nationaux burkinabés, aux nationaux, c'est aux burkinabés, aux fils du Burkina qui veulent bien investir dans le secteur minier. Et donc ça aussi c'est des avancées. Alors, parlons du nouveau code minier. Quelle est l'appréciation que vous faites en général concernant ce code minier? On dira que c'est un code qui arrive à point nommé, en ce sens que plusieurs fois, en tant que structure d'artisans miniers, la question de conformité a été posée. On a souhaité que le code minier soit conforme à la réalité. Parce que souvent, il y a des situations qui se prennent sur le terrain, que l'autorité même a foi d'entreprendre des actions de solutionnement. Mais du fait que le code avait déjà mis certaines dispositions en place, on ne peut pas aller à l'encontre de la loi. Donc ça fait que ça compliquait certaines situations. Mais je pense que le code est arrivé en prenant en compte beaucoup d'aspects qui étaient sur le terrain qui flottaient. Donc on va remercier les autorités qui ont réfléchi sur ce code. On va remercier les experts également qui ont fait le travail. On va remercier les structures d'artisans miniers qui ont porté leurs suggestions auprès du comité de développement de l'ALT, dont moi je faisais partie. Ça veut dire que vous avez été associé? On a été associé, même si c'est au dernier pan. On a été associé pour donner les suggestions, pour dire qu'est-ce que nous pensons du code et quelles sont les solutions qu'on a pu faire là-dessus. Et c'est après, à la suite de cela, que le code a été adopté. Bon, il est vrai qu'il y a des éléments qu'on n'a pas retrouvés, mais c'est une loi. Il y a il y a nos idées, mais il y a la réalité également. Je pense que c'est des gens avertis qui ont fait le travail. Et je pense que lors du cadre de concertation avec le ministre, il a promis que certains aspects qui n'ont pas été pris en compte dans le code, dans les décrets d'application, on pourrait les voir. Donc bon. Qu'est-ce que vous, personnellement, votre commission, enfin, je veux parler de vous, artisans miniers, avez proposé qui n'a pas été pris en compte dans la révision du code minier? Bon, on avait proposé de revoir un aspect qui est très capital, par exemple l'utilisation et l'importation des explosifs au profit des artisans miniers. Parce que vous voyez qu'il y a des zones où le type de roche même exige qu'on utilise par exemple des explosifs. Parce que là c'est interdit. C'est interdit, la loi l'interdit. La loi en tout cas réprime ceux qui l'importent et ceux qui l'utilisent. Il est vrai que nous sommes dans un contexte difficile. On a demandé à l'État s'il peut voir une mesure d'encadrement. Parce que les sociétés industrielles là utilisent. Mais l'État a confiance en eux parce que c'est encadré. C'est encadré, ça ne met pas en danger la vie des travailleurs. Donc, voici les garanties que ces gens sont pu prendre pour convaincre l'État et c'est autorisé là-bas. Mais au niveau des artisans miniers également, on a souhaité que ce soit ouvert aux artisans miniers. Est-ce que quand vous dites que vous avez souhaité que ça soit ouvert aux artisans miniers, quand on utilise, mais est-ce que pour que ça soit aussi contrôlé, parce qu'on a des cas malheureux où on assiste à des explosions qui font souvent des pertes en vie humaine.
Donc, est-ce que vous voulez aussi qu'on encadre en fait l'utilisation de ces explosifs dans votre travail pour que... Justement, si ça n'est pas encadré, ça... Ok. On voit le danger que l'État travaille pour écarter des artisans miniers parce que ce n'est pas simple. Le stockage et l'utilisation des explosifs, il faut être vraiment averti, il faut avoir des connaissances pour pouvoir le faire. Et ça, nous avons demandé à ce que l'État puisse voir dans quelle mesure cela peut être encadré avec les forces de défense et de sécurité pour que vraiment ça soit utilisé pour les artisans miniers avec moins de risques. Maintenant, la loi l'interdit. Bon, souvent c'est quand dans l'interdiction que les gens partent dans la clandestinité. On a interdit certes, mais bon, d'autres vont vouloir se cacher pour l'exporter ou pour l'importer et l'utiliser. Donc bon, ils sont obligés de se trouver des abris pour stocker. Pour stocker. Pourtant, ce n'est pas dans les conditions de l'art. Donc on a des situations malheureuses qui arrivent comme le cas dans le sud-ouest qu'on a eu en 2022, qui a fait de nombreuses victimes. Voilà, donc nous souhaitons, même si l'État va l'autoriser, que ce soit encadré. Si c'est encadré, c'est au bénéfice de tous. Donc ça, c'est un des points que vous avez suggéré, mais qui n'a pas été pris en compte. Voilà. Mais la discussion continue. Voilà, comme vous le dites. Maintenant, pour ce qui concerne justement les innovations apportées à ce code minier, ce nouveau code minier-là, dans le secteur, est-ce qu'on peut revenir sur ces innovations? Oui. Je pense que l'une des innovations majeures, qui a été même l'une de nos plus grandes préoccupations ces dernières années, c'est les zones d'exploitation. Je disais dans mon introduction que souvent quand les sociétés minières arrivent, les artisans miniers sont obligés de quitter pour les laisser des zones à travailler. On a demandé à l'État maintes fois de faire des zones dédiées aux artisans miniers spécialement. Dans le code minier, à son article 89, il est clairement ressorti qu'on doit définir des couloirs d'orpaillage pour les artisans miniers. Donc vraiment, c'est l'une des avancées parce que cet article-là vient résoudre beaucoup de situations. En ce sens que, généralement, vous avez des conflits entre les artisans miniers et les industriels. À Sapsé, on a eu des situations par Oundé également, en mai 2022. Oui. Bon, les gens se sont soulevés contre la mine. À Kunkiara, il y a une société Saint-Amine qui a eu des soucis avec les artisans. Un peu partout sur le territoire, on sent que ça cloche. Parce que vous avez des gens qui sont investis dans un coin qui travaillent. Bon, l'État attribue un permis d'exploitation à une société ou un permis de recherche qui demande aux artisans miniers de partir sans que un certain nombre de mesures soient prises pour préserver leurs intérêts, pour leur continuer de vivre. Donc, je pense que ce volet a été résolu à travers ça, bien que l'article ait dit que les conditions de définition seront précisées après, mais déjà c'est un grand pas. L'autre aspect, je pense que l'article 91 dit clairement qu'en cas d'attribution de permis industriels à une société, sur une AEA, une autorisation d'exploitation artisanale, l'AEA ne sera pas renouvelée, mais ce que l'État a fait qui est intéressant, l'État permet à l'artisan minier qui est régulier, c'est-à-dire qui est légal vis-à-vis des textes là, puisse rentrer dans le capital social de la mine à hauteur de 10%. C'est-à-dire, bon, je pense que la personne peut avoir des parts dans les actions de la société minière. À défaut, la personne peut être indemnisée. Voilà. Bon, ça veut dire que si vous êtes, vous par exemple, M. Dera, vous exploitez sur une zone, et puis après il y a une société industrielle qui doit venir s'installer, soit on vous permet d'être actionnaire, on va le dire, de la société, et puis vous intégrez l'équipe pour travailler, ou bien on vous dédommage. On vous indemnise. On vous indemnise. Voilà, je pense que ce sont des pas qui sont intéressants, qui mettent un peu encore en valeur le travail de l'artisan minier. Tout compte fait, c'est une situation qui permet de préserver en quelque sorte nos intérêts immédiats. Mais je pense que la plus grande vision et l'idéal là est que l'artisan minier même puisse rester même sur son territoire, développer progressivement son activité. Mais on dit aussi que vous ne pouvez pas, dans certaines zones là, l'exploitation artisanale ne peut pas finir tout l'or, ne peut pas bien l'exploiter en profondeur. C'est ça aussi le problème. Oui, non, bon,
Je ne contredis pas ce qu'il dit ça, mais je crois que quand vous regardez ceux qui ont la science, l'expertise des mines actuellement, prenez un pays comme le Canada, l'Autriche, même certains Sud-Africains. Quand vous regardez certains films en arrière de 50, 60 ans, ils étaient pratiquement à la même phase, au même niveau d'exploitation que les artisans miniers d'aujourd'hui. Mais je pense que leurs gouvernants ont compris la nécessité de travailler à les apporter la science nécessaire, à revoir leur curricula de formation dans le secteur de mines et géologie, de les encadrer, de les appuyer au fur et à mesure, d'encourager les partenaires à les appuyer au fur et à mesure, et ils sont arrivés à un certain niveau. Je pense que dans le cours, c'est ressorti. L'État donne des permis ou des titres miniers, généralement à des particuliers, mais l'État encourage même plus même les coopératives. L'État appelle les artisans miniers à se structurer. Dans les grandes mines là, c'est plusieurs entités qui se sont mises ensemble pour l'exploiter. Je pense que si les artisans miniers arrivent à se structurer ainsi et l'État appuie, je crois qu'on pourrait se retrouver à un certain niveau. C'est ça. Il faut d'abord il faut d'abord aller à la semi-mécanisation, industrialisation du Ouest, et pouvoir quand même atteindre l'industrialisation complète. C'est progressif. C'est progressif. C'est un mouvement progressif. Mais il faut pas chasser. C'est bien quand même parce qu'aujourd'hui, avec ce nouveau code, on reconnaît la valeur et le travail de l'artisan minier et on leur donne une place quand même pour exploiter. Très bien, parce que c'est, quoi qu'on dise, c'est des géologues à leur manière. Ah bon. Les artisans miniers sont capables, ils font des prospections, font des activités de recherche, mais bon, comme c'est un peu empirique là, les gens ne mettent pas ça en valeur. Sinon, c'est des gens qui travaillent, qui se battent, qui ont le courage, qui peuvent descendre à des profondeurs de 100 mètres, de 150 mètres pour chercher le minerai, qui se battent pour vraiment être dignes. Donc, c'est des gens à encourager et à appuyer pour qu'ils arrivent au bout. Et quelle appréciation faites-vous précisément concernant l'autorisation d'exploitation artisanale? Je pense que l'État doit travailler, continuer de travailler d'ailleurs, à réguler le secteur minier artisanal. Nous sommes d'accord que l'exploitation soit échelonnée. Peu importe l'échelle sur laquelle vous vous retrouvez, que l'État puisse trouver une autorisation correspondante à ton activité pour organiser le secteur. C'est une bonne chose parce que d'ores et déjà, on dit que lorsque la mine industrielle trouve un détenteur d'AEA, mais si c'est l'autorisation d'exploitation artisanale. Okay. Mais si l'État n'avait pas régulé, il allait faire le travail, mais bon, on va lui dire de partir sans une quelconque indemnisation. Donc c'est normal que le travail soit organisé, légiféré par des textes, encadré, et pour que ça puisse marcher. Parce que ce qu'on peut dire ici, je crois que l'article 4 du Code minier stipule clairement que les richesses du sous-sol du pays appartiennent à l'État. Et la Constitution, l'ancienne Constitution disait à son article 14 que les ressources naturelles du pays appartiennent au peuple. Donc les ressources naturelles que vous allez faire ressortir, l'État doit avoir l'œil là-dessus. L'État doit pouvoir faire un prélèvement qui puisse lui permettre de réaliser des routes, de construire des écoles, de payer des fonctionnaires, de payer des armes, surtout dans un contexte sécuritaire difficile. L'État doit pouvoir prélever des taxes sur ce que nous faisons comme activité, parce que ce sont les ressources naturelles du pays pour pouvoir continuer de développer notre pays. Donc nous pensons que à tous les niveaux, pas l'AIS seulement, à tous les niveaux, l'État doit trouver un permis ou une autorisation correspondante pour pouvoir mettre en valeur même ce que nous faisons. Donc avoir aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi le lieu d'inviter vos collègues à surtout avoir l'autorisation d'exploitation? En tout cas, ce que nous pouvons dire, que nos collègues là puissent se mettre en conformité avec la loi. C'est ce qui est plus intéressant, parce que généralement même les soutiens de l'État, les soutiens des partenaires, les partenaires aiment venir vers ceux qui sont formalisés. Si vous êtes dans une zone où vous travaillez et vous trouvez votre pain là-dessus, je pense qu'il est mieux d'entreprendre toutes les démarches possibles, déposer votre dossier auprès du cadastre, avoir une autorisation, être reconnu par l'autorité. Je pense que c'est ce qui est plus important, parce que nous vivons dans une nation.
Voilà, et la nation est régie par un certain nombre de textes. Est-ce que quand, au niveau du niveau code minier, quand on dit que pour l'exploitant artisanal qui se retrouve sur le même terrain que l'industriel, on doit lui donner une zone d'exploitation. Est-ce que on donne une zone d'exploitation exclusivement à ceux qui détiennent des autorisations d'exploitation artisanale? Je pense que l'article 91 n'a pas dit explicitement ceux qui détiennent une autorisation. Okay. L'article 91 dit de dédier une zone d'exploitation aux artisans miniers. Et je crois que généralement ce sont des zones où on a déjà attribué un permis industriel à des sociétés minières. Parce que c'est là-bas que les crises surviennent. Donc je pense que c'est dans le souci de résoudre cette situation-là et de continuer de permettre aux artisans miniers de continuer les activités et être résilients vis-à-vis de la nouvelle situation, c'est-à-dire l'arrivée des sociétés minières que l'État a projeté faire cela. Voilà. Alors aujourd'hui, on a compris le message du président de façon, c'est que l'exploitation minière puisse profiter à l'État burkinabé, aux Burkinabés et surtout à la population au niveau donc des zones minières à travers la construction d'infrastructures et autres. On a vu que la part aussi de l'État a augmenté en termes donc de prélèvement sur les gains des sociétés minières. Donc l'objectif c'est vraiment en faire avoir plus à l'État et au Burkinabé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en général, ce code minier, s'il est appliqué à la lettre, ça va profiter au Burkinabé? Oui, je pense que en tout cas, beaucoup de choses ont été revues. Les parts de l'État et chez les artisans miniers également. Je crois effectivement si c'est appliqué, et ce sera appliqué d'ailleurs, bon, les Burkinabés pourront mieux se retrouver. Surtout que je pense qu'il y a une ouverture qui fait que les Burkinabés peuvent détenir directement des actions dans les sociétés minières. On croit que ce serait intéressant. Parce que vous voyez que l'État a oublié de faire ce qu'on appelle une loi sur le contenu local, qui consiste à définir les conditions d'emploi des nationaux, c'est-à-dire des cadres burkinabés, dans les mines, la fourniture des services. Donc l'État s'organise même pour regarder comment la mine même utilise localement les ressources humaines et les biens que nous pouvons fournir. Mais vous voyez qu'au niveau des artisans miniers, c'est des faits. Quand les artisans miniers peuvent détenir des actions, ils ont des gros capitaux, je pense que la répercussion même sur les populations, c'est direct. Parce que vous allez travailler ici, vous êtes un cadre minier, vous allez travailler ici, vous avez un bon salaire. Vous êtes un expatrié, vous allez aller dépenser ailleurs. Mais je pense que si ce sont les Burkinabés qui y sont également, c'est toujours des ouvertures pour la population locale. Et je crois que franchement, si c'est appliqué, ça pourrait résoudre beaucoup de situations. Et ça, le code aussi a travaillé à encourager les artisans miniers. Parce que l'AIA, c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que vous êtes à l'AIA que vous êtes à l'AIA. Si votre travail évolue, vous voulez passer à une semi-mécanisée, il n'y a pas de problème. L'État a fait des passerelles pour permettre de passer. Parce qu'on a des situations à Dano où, par exemple, Mwenpanga Or, de Wobogo, actuellement une phase semi-mécanisée. À V7 également, on a des semi-mécanisés. Mais là, c'est des individus qui ont travaillé et qui ont émergé. Mais notre souhait est que les coopératives puissent se structurer, à suivre la même voie, avec l'appui des services techniques pour arriver à ce niveau-là. C'est ça. Alors, M. Deravo, aujourd'hui, vous êtes constitué en fédération. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment pas plus... C'est pas mieux de chercher à aller à la semi-mécanisation et surtout à se mettre ensemble en coopérative, comme vous l'avez dit, mettre les moyens. Quand on se dit petit, mais quand on met les moyens ensemble, on peut quand même aller à la semi-mécanisation, semi-industrialisation et c'est plus facile. C'est mieux, on a plus de moyens peut-être et d'accompagnement pour travailler. C'est l'appel qu'on a lancé à l'endroit des artisans miniers, c'est de se structurer. La structuration, je pense que les fêtières comme les nôtres là sont des fêtières porte-parole. On porte les préoccupations des artisans miniers auprès de l'autorité. On dévoile les préoccupations des artisans miniers afin que l'autorité puisse voir s'il peut avoir des solutionnements. Mais je pense que concrètement, ce sont les coopératives. C'est quand les gens sont structurés que l'État a la facilité de les encadrer, de les appuyer, même les partenaires. Mais je profite de votre micro pour saluer AZC, qui est en train de faire un très bon travail sur le terrain,
qui travaillent même plus avec les coopératives. Parce que vous voyez, c'est les gens qui sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent trouver des produits alternatifs aux produits chimiques qu'on trouve un peu nuisibles. Donc, il est dans une dynamique de formation, d'encadrement des artisans miniers. Mais tout cela se fait dans un cadre formel. Quand c'est formalisé, les partenaires ont le courage de venir vers vous, ils ont le courage de vous appuyer. C'est ça. Donc nous appelons les artisans miniers à se formaliser. Les coopératives, parce que l'État a fait beaucoup de facilités, ça sera encore très intéressant. J'ai envie de dire, prenez l'exemple sur l'agriculture. Vous voyez qu'avec les coopératives agricoles aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un financement d'avoir de l'accompagnement. Bon, on espère bien. Alors, Monsieur Dera, quelle recommandation aujourd'hui vous avez à l'endroit des autorités, surtout pour le bien-être de l'artisan minier et pour un travail impeccable de ces artisans miniers? On a envie, l'appel que j'ai lancé à l'endroit des autorités, je les invite à faire encore plus confiance aux artisans miniers. Je pense que, en tout cas, la démarche, elle est bonne. Nous saluons déjà les réformes que l'État a entreprises. Même au niveau des services d'encadrement, vous voyez que l'ANEMAS, qui était une agence nationale d'encadrement d'exploitation minière artisanale et semi-mécanisée, est devenue la SONASPI, la Société nationale des substances précieuses, qui a même un peu changé sa directive, qui s'investit plus maintenant dans la commercialisation de l'or et qui a même décentralisé ses services. J'étais à Bobo pour installer les comptoirs d'Assa, j'étais à Gao également. Ils ont travaillé à rapprocher ces services-là aux zones à forte concentration de sites miniers à travers le sud-ouest et le haut-bassin. Donc l'encadrement devient maintenant à la démarche, qui est une structure de concentré du ministère des Mines et des Carrières. Je pense que toute cette organisation-là, c'est que l'État travaille vraiment à booster le secteur-là, à donner plus de force au secteur-là, à rapprocher les services techniques aux artisans miniers pour que le secteur-là soit plus opérationnel. Donc nous invitons l'État à continuer sur cette lancée et à travailler effectivement à avoir des agents de proximité pour l'encadrement. Ce serait intéressant. Si cela est fait, avec les coopératives qui sont là, et à faire des facilités pour que les coopératives là, ça puisse passer rapidement. Parce qu'on a une situation, je pense qu'il y a une mesure de suspension des activités minières artisanales qui est toujours en vigueur, qui n'a pas été levée. Je crois que souvent les gens, il y a certains qui pour des soucis qu'ils vont dans des services pour avoir des documents de coopérative et les autorités au niveau de concentré. Bon, certains ne veulent pas signer parce qu'il y a une mesure qui est générale qui est là. Je pense que nous appelons l'État à lever un peu, assouplir ces mesures-là pour permettre aux gens de se structurer rapidement. C'est que souvent en saison pluvieuse, en saison pluvieuse surtout, on suspend en fait ces activités d'exploitation minière pour même préserver pour la sécurité de ces artisans. Oui, ça c'est normal. Mais je pense que on n'est pas dans ce contexte-là. C'est normal parce que vous voyez qu'il y a des zones qui sont très poreuses en saison pluvieuse. Lorsque vous laissez les gens exploiter, les risques d'éboulement sont encore plus élevés que dans des périodes normales. Mais je pense que nous sommes en train d'aller vers la fin. Et nous sommes au 31 octobre, les activités vont démarrer dans plusieurs localités. Et je pense que la situation va revenir à la normale. Et cette mesure, elle est une bonne mesure dans la mesure où elle aide à protéger des vies et elle aide même à protéger les investissements des uns et des autres. Quand vous investissez dans une galerie de 80 mètres et à cause des produits ça s'écroule, bon, votre travail revient à zéro et vous devrez recommencer, c'est pas simple. Et mieux encore, si des vies restent là-bas, c'est déplorable. On dit que alors au Burkina, vous cherchez, vous trouvez? Oui, oui. Il y a l'or au Burkina. L'or au Burkina, mais je pense que peut-être on a des moyens limités. Sinon, franchement, il y a l'or au Burkina. Dans certaines zones, on sent vraiment le potentiel minier au Burkina, c'est une réalité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres doléances ou suggestions encore à l'endroit des autorités? Je crois que l'ANEMAS délivrait des cadres d'artisans miniers, mais avec les réformes qui ont été opérées, bon, on n'a pas une situation claire. Est-ce qu'elle continue de délivrer
Ou est-ce que la démarche, qui est la structure d'encadrement, désormais a travaillé à profiner des cartes types aux artisans miniers selon leur catégorie, que tu sois exploitant, que tu sois fournisseur de services, que tu sois collecteur. Je ne sais pas si ils ont pu faire cela, mais ce que nous demandons, on demande beaucoup à l'État de voir cet aspect-là. Si les artisans miniers disposent vraiment de documents officiels qui puissent leur dire que vous êtes artisan minier et qui puissent lui permettre de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, de circuler sur le territoire et qu'on puisse les reconnaître parce que vous avez une situation d'instabilité, même s'il y a des opérations de contrôle, on ne sait pas qui fait quoi, c'est un site minier, mais avec ces documents c'est plus facile. Et nous appelons l'État vraiment à voir cet aspect-là. S'il peut même lancer une grande campagne d'identification des artisans miniers sur les sites miniers même, ce sera une très bonne chose. Merci bien. Merci beaucoup. Le chat a laissé ma gorge maintenant. Merci d'être passé. Merci. Vous avez parlé aux autorités et vos camarades artisans miniers. Quel est votre message à leur endroit? Aux artisans miniers, on a envie de leur dire de rester courageux, de rester déterminants et résilients, parce qu'on sait que c'est pas facile, mais ils doivent continuer de supporter, ils doivent continuer leurs activités. Ce qu'on a envie de leur dire, qu'ils sachent que nous vivons dans une situation un peu difficile. Et les mesures que l'État viendra prendre, ce que l'État a déjà entrepris comme mesures, les mesures que l'État viendra de prendre en tant que fédération, au nom du président de la fédération des associations des miniers artisanaux de Burkina, les appeler à les respecter. Généralement, l'État veut faire des opérations de ratissage dans des zones. On prend des mesures pour demander souvent aux artisans miniers de quitter. Effectivement, on se joint à l'État pour leur dire effectivement de céder ces genres de zones-là. Et également de rester patriotes. De rester patriotes dans la mobilisation qui est en train de se faire actuellement. On voit beaucoup d'artisans, de structures d'artisans miniers qui s'associent avec des fonds pour appuyer l'État, c'est-à-dire des fonds même ici, nous sommes venus de mettre Fonds d'engagement patriotique. Fonds d'engagement patriotique. Nous demandons aux artisans miniers de continuer dans ce sens-là. Et aux artisans miniers également qui peuvent soutenir les PDI, les déplacés. Les personnes déplacées internes, qu'ils continuent vraiment de le faire et de faire confiance à leur fêtière, qui est la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina, et que nous sommes ensemble. C'est l'appel que j'ai lancé à l'endroit des artisans miniers. Merci beaucoup. Merci beaucoup D'être passé sur notre plateau. Restez avec nous. Je rappelle que nous étions avec M. Abbas Dera. Il est le secrétaire général de la Fédération des associations des miniers artisanaux du Burkina Faso. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On vous raccompagne avec la météo du jour. De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous discutons avec un journaliste ici et il est là pour nous présenter encore et nous parler de lefureteur.info. C'est justement donc le nom de ce site d'information. Nous sommes avec monsieur David Desmaisons-Nébier, journaliste, directeur de publication du site d'information lefureteur.info. Bonjour monsieur Nébier. Bonjour madame, bonjour auditeurs et téléspectateurs de Savane Média. Merci d'être là. Merci. Et comme je le disais, vous êtes journaliste de profession, on vous a connu à travers votre plume dans des médias et à travers aussi des reportages de presse en ligne. Et aujourd'hui, vous avez votre propre presse, on va le dire. Déjà, on va s'intéresser à l'actualité de la presse en général au Burkina Faso. Vous êtes bien informé de ce qui se passe aussi. Et aujourd'hui, c'est des organes qui rencontrent quand même des difficultés, surtout économiques, vu la situation économique même du pays en général. Est-ce que vous constatez aussi avec nous cette souffrance de la presse burkinabé? Oui. Il faut d'abord dire vraiment que la presse, depuis un certain temps, et la presse rencontre beaucoup de difficultés. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, puisque depuis l'avènement où le papier
choses, les téléphones portables, l'Internet est venu, ça a balayé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, la presse, la même peine. Bon, c'est pas parce qu'il y a plusieurs organes de presse au Burkina Faso, hein, mais aujourd'hui, là, je peux dire que ceux qui sont dans le métier comme nous autres, là, c'est parce que c'est une passion. C'est une passion. Et pour moi, par exemple, comme j'ai toujours dit, écrire pour moi me permet d'être debout et d'être vivant. Voilà pourquoi nous sommes toujours là-dedans. Sinon, peut-être on aurait dû ranger notre bic là, quelque part. Et on a commémoré il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, là, la journée nationale de la liberté de la presse. Et pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on arrive quand même à tenir en termes de liberté de la presse, vu que le contexte sécuritaire fait que quand même, bon, on doit rétrécir ou en tout cas revoir certaines choses? Bon, la journée, la presse, je pense que non, ça tient bonne route au Burkina. Parce qu'il fut des moments où c'était un peu difficile d'écrire. Il y a certains sujets, tu n'oses même pas les écrire. Voilà, tu n'oses même pas les écrire. Même quand tu étais même dans un angle mort quelque part, là-bas, tu regardes d'abord ceux qui sont à côté de toi avant de parler. Mais aujourd'hui, chacun a la parole. Ce n'est pas seulement les journalistes qui sont libres, mais même la population, même aujourd'hui, a la parole. Donc je pense que bon, c'est bien, c'est bien. Bon, mais il faut revoir certaines choses, recadrer l'information, parce que souvent, il y a des fuites d'informations, des secrets professionnels qu'on ne doit pas divulguer sur la toile, quoi. Okay. Merci. Donc il faut faire attention, comme vous le dites souvent. Oui. Alors, revenons justement à votre parcours. Hein. Pour ceux qui vous connaissent, ils savent que vous avez une belle plume, je le dis déjà. Ah bon. Et puis, ce qu'il y a, c'est que sur le terrain aussi, vous aimez beaucoup le terrain. Donc, et vous avez contribué à révéler des personnalités, des hommes qui étaient cachés. On se rappelle encore de ces écrits, ces reportages sur Guézouma. Je dis, oui, c'est Guézouma, justement, le militaire en fait reconverti en cultivateur qui a vraiment réussi avec ses champs et tout. On se rappelle encore de ces reportages-là que vous avez menés. Et pour vous, c'est le terrain et le terrain. Vous préférez le terrain en fait à tout. Oui. Il faut dire que non, moi j'ai choisi une option qui est le journalisme de terrain. Voilà, parce que je me dis que c'est comme j'ai aimé la chanson de l'artiste Jean Joué. Et Afrika Tara Nimbeda, Menyam Sanka Gomdibiele, Ananawa Gombiele. Bon, nous avons tellement de talentueux burkinabés. Imaginez-vous quand vous partez à des rencontres hors du Burkina Faso, quand il y a la participation des Burkinabés, quand ils arrivent, en premier plan, on ne les voit pas. Mais sur le terrain, là maintenant, c'est le Burkinabé qui prend ça. Mais ces gens-là sont là. Mais ils sont cachés. Ils sont cachés. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les révéler. Il faut les révéler. Tu fais du bon boulot quelque part dans ton petit village, mais personne ne part à ta rencontre. Donc voilà pourquoi moi, pour donner cette visibilité-là, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé le journalisme de terrain. Voilà. Aller à la rencontre. Aller à la rencontre. Vous avez pris l'exemple, vous avez parlé du militaire Koulibaly Yezouma. Koulibaly Yezouma était caché dans son petit village pendant des années. Personne ne le connaissait. Moi, mais je ne peux pas dire que c'est grâce à moi, c'est grâce à... C'est son étoile aussi, c'est son jour qui était arrivé. Mais c'est grâce à votre plume, votre écrit. Grâce à notre plume. Voilà que moi, ce monsieur a été révélé au monde entier. Je prends le cas de Salifou Ouedraogo, le planteur des baobabs qui a 101 hectares de baobabs au Burkina Faso. Pendant 58 ans, on passe, on regarde le champ du vieux, on rentre, on fait des photos, mais personne n'en parle. Bon, quand j'ai fait mon article, mais je vous assure que non, aujourd'hui, combien de prix le vieux Salifou Ouedraogo, qui se trouve dans la commune de Solenzo, plus précisément dans un village qu'on appelle Signoré, combien de prix qu'il a raflé cette année? Il sait qu'il a été champion des champions, il a pris ce prix, il a pris le grand prix
de la journée nationale de l'arbre à Bobo-Dioulasso. Il est venu prendre le prix de l'environnement lors du CIAL passé ici. Ça dit que chaque fois, les prix, ça vient. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est là votre satisfaction. Oui, c'est là moi ma satisfaction. C'est ce qui encore m'encourage. Et je vous assure que tout récemment, je viens de faire encore une autre découverte. Une autre découverte. Attention, ainsi vous n'êtes pas déjà sur le terrain. Non, n'en dites pas plus. Non, j'ai fait la découverte de deux choses. J'ai constaté que je suis allé quelque part, j'ai trouvé une vieille femme qui a plus de 75 hectares de lianes. C'est que les Mossis appellent Weda. Mais qui en parle d'elle? Personne. Et pourtant, elle fait des tonnes et des tonnes par an. Et tout récemment, je viens de même un jeune burkinabé qui a pu transformer 10 hectares de terre aride abandonnée en une forêt classée de 10 hectares avec toutes sortes d'arbres. Voilà l'article. Lui, c'est Yvon Kenou. Il a transformé 10 hectares de terre aride pour faire une forêt classée. C'est dans la boucle du monde. Mais qui parle? Personne n'en parle. Vous avez écrit. L'article, on peut le retrouver oui, l'article, c'est sur le fileteur.info. C'est comme je vous disais, je dis le fileteur.info. C'est un média burkinabé en ligne. Voilà, il suffit seulement de rentrer l'adresse, les www.lefileteur.info. Et puis tu as toute l'information. Voilà. Parce que c'est un outil de sensibilisation, d'éducation, de formation, etc., etc. Parlons justement, donc on en vient, vous l'avez introduit, en même temps on en vient aujourd'hui à votre média. Donc vous êtes directeur de publication du site d'information lefileteur.info. Lefileteur.info, déjà le fileteur c'est quoi? Le fileteur vient du furet. Vous savez que le furet c'est un petit animal. Il enfouit quelque part dans les poubelles. Ce qui est bon, il prend. Ce qui même n'est pas bon, il prend. Parce que ce que tu dis que c'est pas bon là, quelqu'un d'autre a besoin de ça. Quelqu'un d'autre a besoin de ça. Donc il y a des informations que moi, voilà pourquoi j'ai des rubriques comme on appelle le rétroviseur. Ça dit que non, des activités, des trucs de 1950 que je reviens là-dessus. Est-ce que c'est sûr qu'aujourd'hui, si on parle de CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Si on parle de CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, si on parle de la Société nationale de transit du Burkina Faso, qui est SNTB, pardon. Si on parle de la Société des fibres, c'est-à-dire, comme on appelle la Sofitex, si on parle de la Chambre du commerce, et on parle de l'Institut géographique du Burkina Faso, c'est pas sûr que non, certains vont connaître. C'est en quelle année ça a été créé, mais quels sont ses objectifs, voilà. Moi, aujourd'hui, David de Maison-Nébier, je les écris. Et comme on appelle, le Conseil burkinabé des chargeurs de véhicules, créé tant, avec pour tant, c'est rentré. Ah, quand tu lis ça, moi j'avais des soucis. C'est ça structure-là qui peut résoudre mon problème. Ah, d'accord. Donc, donc je sais que non, je me dirige vers la CCB. Donc, je fais beaucoup d'articles comme ça, logés sur le site lefileteur.info. C'est comme je vous ai dit que c'est un journal, que tout le monde a à la portée. Ça a à la portée de tout le monde. À travers ton téléphone, à travers ton ordinateur. Même si tu te trouves dans un village éloigné du Burkina Faso, comme Nebiel-Anayou, comme Tiélé, comme Tita, comme Naton, comme Godé, comme Sabou, comme Koudougou, comme Tchion et autres, il suffit seulement de rentrer l'adresse www.lefileteur.info. Et tu as toute l'actualité, c'est que tu as besoin là. Tout est dans ta poche. Voilà, on a l'information. Quelles sont les rubriques, les différentes rubriques de lefileteur.info? Il faut dire que nous avons pas mal de rubriques. Nous avons la politique, société, culture, sport, rétroviseur, bonus. Ok. Il y en a plein. C'est une diversité. Oui, c'est une diversité. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer dans le fileteur sans même la rubrique trait d'union. Voilà pourquoi je vous avais dit la fois passée, et je suis dans la rubrique trait d'union,
qu'on ne se marie pas pour être heureux. Oui, on ne se marie pas pour être heureux. Voilà, on ne se marie pas pour être heureux. Mais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de l'article. Vous allez voir ça sur le site. Bon, tout ça, c'est un article. Oui, ça, c'est un article intitulé de Wambis Couture, de la rigueur à la lardeur. Bon, je fais la promotion du pain, le coco d'anda, le fani et autres. Parce qu'il faut aimer toi-même ta culture. Voilà. C'est important. Aujourd'hui, c'est quoi la vision de David Desmaisons-Nébier avec ce site d'information? Et ce que je demande, ce que je veux être. Bon, vous voyez cet article. Oui. Entreprise de construction de l'habitat, de la truelle à la bétonnière, l'histoire d'une passion. Si vous lisez cet article, ça va beaucoup vous inspirer, ça va vous donner beaucoup de courage. Vous savez pourquoi? Le monsieur a démarré par une truelle. Et aujourd'hui, l'immeuble bleu que vous voyez là, c'est lui qui l'a construit. C'est le siège de son entreprise comme ça. Monsieur Papa Kondombo et Marcel. Ah oui. Avec une truelle, de la truelle, puisqu'il m'a dit que lui, il était un simple maçon. Mais il a été décoré par le président Feu Thomas Sankara. À cause de son courage. Mais ce n'est qu'avec une truelle qu'il a abouti à ça. Donc je demande à la jeunesse de lire cet article-là sur les www.lesureteur.info parce que avec 15 000 francs, tu peux devenir milliardaire. Il ne faut pas prendre tes 15 000 francs là, aller payer un téléphone de 150 000 francs et puis tu viens t'asseoir, tu dis qu'il n'y a pas d'emploi. Il faut toi-même, nous sommes assis là, nous ne sommes pas employés, mais nous sommes employés nous-mêmes. Voilà. Ouais, nous sommes employés nous-mêmes parce qu'il faut contribuer au développement du Burkina Faso. Chacun doit envoyer sa pierre pour la construction de ce pays. Donc voilà pourquoi j'ai toujours aimé à dire que nous devrons être les moutons de la même bergerie. Tu rentres par la même porte et tu ressortes par la même porte. Voilà. Donc aujourd'hui, avec ce site d'information, on a, vous avez dit, différentes rubriques, politique, sociale, trait d'union, la lumière sur des personnalités comme ça, et des sites également, comme on le voit, il y a assez d'articles que vous proposez sur le fileteur.info. Est-ce qu'on a la possibilité aussi de passer sa pub? Oui. Faire sa publicité? Oui. Moi, je dis que il n'y a pas un WAC pour mieux vendre. Le blanc ne connaît pas le WAC pour vendre son riz ou bien ses articles. C'est la communication, c'est la publicité. Voilà. Il faut savoir communiquer aussi. Parce que tu peux communiquer aussi et puis, voilà. Donc, la communication, c'est l'arme fatale pour les uns et les autres, pour mieux vendre. Donc, le journal a des pages publicitaires, c'est pas cher. Tu appelles seulement, tu dis, ah, monsieur Desmaisons, moi je mène telle activité, mais je voudrais que vraiment si tu peux faire passer ça sur ton site. Je dis que non, c'est un site, c'est pas une page Facebook, hein. Parce que les gars, c'est un journal. Ah, voilà, c'est un journal. Parce que ce que les gars ne comprennent pas, ils pensent que tout ce qu'on voit à travers le portable, que non, c'est Facebook. Ah non, moi quand j'ai écrit, je contrôle d'abord mes écrits. Je les lis, je regarde, est-ce que cet article est publiable? Ce sont des articles de journalistes, des articles de presse. Je ne suis pas là assis chez moi à la maison, je suis sorti, non. C'est un journal, quand on dit un média en ligne, les gars ne comprennent pas. Puisque la version papier a disparu. Moi, j'ai commencé, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de David Desmaisons-Nébier, savent que moi, je suis l'un des tout premiers jeunes burkinabés à créer un journal, version papier, qu'on appelait le journal L'Affection, à son temps. C'est après la chute du papier, et comme j'ai été muté dans la région de la boucle du monde, je suis revenu, j'ai vu beaucoup de choses, plein de jeunes burkinabés, des vieux même, des grandes entreprises. Mais on ne parle pas d'eux. On ne parle pas de J'ai dit, non, je vais créer le Sureteur juste pour aider mes frères et sœurs burkinabés à mieux se faire connaître.
Voilà mon objectif. Et lorsque quand je... Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Vous savez que nous sommes à notre début. Moi, comme j'ai cette philosophie qui dit que, d'Emmanuel Kant, qui dit que la croissance d'une graine n'est pas toujours facile, mais les grands arbres poussent lentement, mes enfants, et ils enfoncent profondément leurs racines dans le sol. Je me dis qu'avec votre soutien, votre accompagnement de toute la maison Savane Média, un jour on parlera du fureteur.info au Burkina Faso ici, Inch'Allah. Inch'Allah. On espère bien également, Monsieur Desmaisons, vous avez la possibilité aussi de faire la publicité. Et Monsieur Desmaisons, comme il a dit aussi, ce sont des articles de presse, donc c'est un travail journalistique derrière, donc de rencontre de ces témoins-là, d'échanges, et ensuite de rédaction. Donc, allez-y lire le fureteur.info. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit du public burkinabé concernant ce site d'information? Concernant le site ce site-là, que je rappelle toujours l'adresse. Voilà. Parce que ce qui m'est important, c'est l'adresse. Et 3W, à travers ton portable, ton ordinateur, tu te trouves dans un village vers Titao, tu peux lire David Desmaisons Nibié, le fureteur.info surtout. Alors, donc, et le message que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse, d'abord, c'est d'être unis, d'être solidaires et d'être des moutons de la même bergerie, comme je viens de le dire tantôt. C'est-à-dire entrer dans l'enclos par la même porte et sortir pour aller brouter l'herbe par la même porte. Mangeons dans le même plat, laissons notre divergence politique, activiste, pour que le Burkina Faso avance. Voilà, pour qu'on puisse lire le fureteur.info surtout. Voilà, et maintenant, je demande à tous ceux qui me suivent aujourd'hui de rentrer sur le site le fureteur.info où il se trouve, où il nous suit comme ça aujourd'hui, pour rentrer, pour voir qu'est-ce que le fureteur.info même fait même réellement. Je pense que s'ils rentrent, ils voient le travail qui est abattu sur ce site-là, ils vont passer ici à Savane FM pour dire que nous avons besoin du contact de ce monsieur-là. Merci. Oui, on ne va pas les laisser venir forcément, hein. On va même les donner le contact. Ok, ok. Le contact, et ensuite on rappellera le contact c'est le 76 86 40 21. C'est en même temps un WhatsApp. Voilà. Rappelez. Et 76 86 40 21. Ok. Voilà. Et l'adresse maintenant du site? L'adresse du site c'est www.lefureteur.info. Donc, oui. vous dites W. Le fureteur, tout est collé, le fureteur.info. Le fureteur.info. Oui. Donc, il faut savoir aussi comment on écrit justement fureteur. Le fureteur s'écrit avec, c'est tout est collé, c'est L, E, F, U, R, E, T, E, U, R. Point, info maintenant, I, N, O, et F-O. F-O. D'accord. Et puis voilà, si vous avez plus besoin aussi d'informations, vous pouvez contacter Monsieur David Desmaisons Nibié pour avoir les informations. Il a donné le contact sur ce plateau, donc vous avez la possibilité aussi de l'appeler et surtout de consulter le site pour les informations utiles. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai rien à vous donner, mais je vous fais une pluie de bénédictions pour toute la maison Savane Média. Amen. Parce que grâce à Savane Média, je sais que ce journal, le fureteur.info, là, je sais qu'il y a des millions déjà de personnes qui sont déjà sur leur ordinateur ou bien avec leur portable en train de chercher le fureteur, ce monsieur-là qui bavarde avec ses cheveux blancs là. Mais les cheveux blancs là aussi ne veut pas dire qu'il fait agir. Hein. Voilà. Mais c'est quelqu'un quand même qui en a écrit des articles. Est-ce que vous connaissez vraiment le nombre? C'est plus possible. Non, je sais que quand je quittais, excusez-moi, et quand j'ai quitté pour la région de la Boucle du Monde, puisque j'étais le représentant de la région de la Boucle du Monde, et des passages déjà que je salue tous ceux qui m'ont accordé, qui m'ont approché pour leurs écrits dans la région de la Boucle du Monde, comme à Solenzo, puisque j'ai géré les 6 provinces. Et avant de quitter, j'avais déjà 2875 articles écrits au compte du lefaso.net. Voilà.
Ça, c'est le site en ligne. Ça, c'est aussi un site en alors ligne. qu'avant ça, vous êtes passé Oui, à la presse je suis passé par l'Observateur, par la garde, pendant 9 ans. J'ai fait les éditions Le Pays. J'ai aidé mon cher frère et ami Enoch Kindo pour la rubrique Kantigi de Sidouaya. J'ai écrit souvent des articles pour donner à Sidouaya. J'ai écrit pour donner à Zodo.mail. Plein d'organes. Je suis passé. Même le journal de mon ex-directeur, monsieur Jacob Barry, Ahmed Barry, qu'on appelait le Burkimbia.com, avant de quitter là aussi la boucle du monde. Il avait 576 articles écrits pour le compte de Burkimbia.com. Ça dit pour moi, par jour, je peux écrire 3 articles. Vous êtes inspiré. Oui. Si c'est ça, je suis inspiré. Ça, c'est tellement intéressant d'avoir des gens passionnés comme ça, comme repère dans ce métier-là. Et merci beaucoup à vous encore pour cette passion. Et merci. Que Dieu fasse que le Feuilleteur.info aille de l'avant. Merci bien, monsieur Desmaisons. Comme vous le dites, Savane, c'est chez vous. On aura encore d'autres occasions pour parler de ce site d'information. Merci beaucoup. Merci bien. On va s'arrêter ici et on marque une petite pause pour accompagner monsieur Desmaisons et on de retour sur ce plateau et on se retrouve juste pour se dire au revoir. Prenez soin de vous, profitez de ce jour férié. Aujourd'hui c'est férié, demain c'est férié. En tout cas, beaucoup reprendront le chemin du travail et de l'école le lundi. On vous souhaite de profiter. Mais quant à nous, nous sommes là. Si vous êtes à la maison, vous avez bien sûr le droit de suivre la télé. Donc nous, on sera là encore demain à partir de 7h30 pour vous apporter de l'information, de la découverte, mais également des rubriques, des thèmes qu'on va développer au sein de nos rubriques. Merci de votre fidélité. Et pour ce dernier jour d'octobre, j'ai tenu à me mettre en rose pour rappeler que nous avons vécu ce mois octobre rose qui rappelle donc le cancer. C'est le mois où il y a beaucoup de sensibilisation sur le cancer donc de sein, le cancer du col de l'utérus. Et d'ailleurs, il y a un événement avec Golden Tea International qui a pour promotrice Angelina Wibga qui va se tenir d'ici là. Et à l'occasion de cet événement-là, il y a un dépistage du cancer de sein et du cancer du col de l'utérus qui va se tenir ce matin même au niveau donc de Watam Kaiser, au niveau à Samadin. Vous avez la possibilité, c'est ouvert à tout le monde, à toutes les femmes, vous avez la possibilité d'aller faire ce dépistage du cancer de sein et du cancer du col de l'utérus également au niveau de Watam Kaiser, organisé par The Golden Tea International. Merci à vous, prenez soin de vous et chères femmes, même si octobre passe, prenez soin de vous et au moins une fois l'année, allez-y faire le test, allez-y faire donc le dépistage du cancer de col de sein, de col de l'utérus du moins, ou sur le cancer de sein. On l'a dit, hein, on peut au moins une fois le mois se palper donc les seins afin de se prévenir, ou sinon si vous détectez une masse pas tellement habituelle, allez-y consulter, c'est important. Merci et puis on vous souhaite encore meilleure santé à tous ceux qui ne se sentent pas bien. Que Dieu facilite pour tout le monde. Inch'Allah, demain on se retrouvera pour le dernier numéro de Bonjour le Faso.